Bonjour et bienvenue à cette première Take a Break session de cette année 2022. Dag allemaal en welkom op deze eerste Take a Break van dit jaar. Nous commençons en beauté cette année avec une présence au sein de N-Group avec deux invités, Géraldine Deleuze qui est responsable RSE et Kim Bains qui est CEO du groupe. We hebben vandaag twee fantastische gasten voor u, allebei van de N-Groep. Dat zijn Géraldine Deleuze, verantwoordelijk voor CSR, en Kim Bains, COO. Tous les deux vont nous emmener en fait dans le parcours de ce groupe dans le domaine de la durabilité, les succès, les embûches et en fait les bons conseils. Je crois que ça va être une rencontre passionnante à laquelle nous vous invitons. Ze gaan u vertellen hoe hun bedrijf CSR, duurzaamheid, in de genen heeft gestopt eigenlijk van het bedrijf. En dat is een boeiend verhaal. Voilà, maintenant nous cédons la parole, le micro et l'écran à Géraldine et à Kim. Dag allemaal, we zijn heel blij om hier te zijn. Bedankt aan PUB om ons de kans te geven om jullie ons verhaal te vertellen vandaag in alle bescheidenheid. Jullie zullen zien, niets is perfect in deze wereld en wij zeker ook niet. Maar het is toch wel interessant om als media ons verhaal te kunnen vertellen. Eerst en vooral, wie zijn wij? Wij zijn N-Groep. Wij zijn de tweede privé-radiogroep in Franstalig België en wij beheren 4 prachtige merken, al zeggen wij het zelf. Nostalgie, die jullie wellicht ook kennen in Vlaanderen. Nostalgie is in Franstalig België sinds 2018 de meest beluisterde radio. We zijn nummer 1, we zijn er hier 4 over natuurlijk. Wij beheren ook Energy, die leader is op min 35 jaar. Sherry, een lifestylezender, wordt digitaal uitgezonden, via internet en op DAB+. En 2 jaar geleden hebben we een seniorzender opgestart, Nostalgie Plus, die zich richt tot de 60-plussers. Eigenlijk zich richt over iedereen, tegen iedereen, maar wij draaien de muziek van de jaren 60 en de jaren 70, ook digitaal en op DAB. Dit is een kleine timeline van ons verhaal. Nostalgie bestaat sinds 34 jaar in Franstalig België. We zijn in 1988 geboren in België, Energie in 1994 en in 2010 hebben wij besloten om onze krachten te bundelen en hier samen te komen in deze gebouwen hier in Evere. In 2015, we hebben altijd heel veel in digitaal geloofd. In 2015 hebben wij Sherry opgestart. Sherry is dus een lifestylezender die zich tot 25, 44-jarigen richt. Meer vrouwelijke zender. En die zendt ook sinds 2 jaar op DAB uit. En zoals ik zei, Nostalgie Plus, die sinds 2019 uitzendt. Om jullie wat meer mee te nemen in ons bedrijf, hebben we een filmpje voor jullie. Een filmpje van 3 minuten. Welkom bij N-Groep. Merci d'avoir choisi Nostalgie pour rêver avec nous en musique cet après-midi. Moi, écoutez, quand je suis de bonne humeur, je chante la vie, je danse la vie, je bois la vie. On y est sur Nostalgie. Bonjour tout le monde. Merveilleuse journée avec la musique de Sherry, les guitares de Sherry. À venir dans la prochaine demi-heure, Barry White, le roi de la soul. Et justement, on a Kenji avec nous en studio. C'est pas beau ça? Michel Fugain est notre invité. Une furieuse envie de chanter. On va continuer, nous, la musique pop ça va. guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile
Chérie, la radio Pop Love Music. Une furieuse envie de chanter. Nostalgie plus. Énergie. It's music only. Voilà, ce petit film de 3 minutes vous donne une idée de l'ambiance qui règne ici, même chez N-Group, même s'il y avait à l'époque plus de monde sur le plateau, mais ça revient petit à petit. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, évidemment, c'est pourquoi donner du sens à notre métier. Nous sommes des radios musicales, ça pourrait être un métier somme toute assez superficiel. On passe de la musique, on divertit, on donne du sourire, ok, so what, c'est très bien, mais pourquoi donner du sens à ce métier ? Et je voulais vous montrer l'évolution de la radio dans le temps, puisque c'est important de voir que ce sens, c'était pas évident au début. Dans les années 20, la radio, c'était cet énorme meuble qui trônait dans le salon, et on se réunissait vraiment autour de ce meuble, comme on peut le faire autour de la télévision aujourd'hui, pour écouter de la musique, des concerts classiques. C'était vraiment la musique pour la masse dans les années 20. Alors les années 30 et les années 40 sont les années sombres de la radio, puisque évidemment les nazis avaient bien compris l'impact qu'avait la radio sur les masses, et la radio est devenue un redoutable outil de propagande. Heureusement, dès les années 50, la radio retrouve un rôle nettement plus joyeux, et révolution, il y a le transistor qui naît, et ce transistor, il va carrément révolutionner l'utilisation de la radio, puisqu'on va avoir un rapport direct à la radio. C'est plus ce meuble dans le salon qu'on partage, c'est j'écoute ma musique sur ce transistor qui est portable. Ensuite, dans les années 70, c'est l'avènement des radios pirates. Et la radio devient à ce moment-là un symbole de rebelle attitude, de contestation des pouvoirs mis en place. La radio, c'est vraiment hype de l'écouter, puisqu'on l'écoute parfois en cachette. Les gens montent en rue pour défendre leur radio libre. Donc ça, c'est les années 70. Puis dans les années 80 et 90, il y a ce que je dirais l'ère du marketing. On commence à créer des marques fortes en radio. Quelques exemples ici à l'écran. Énergie, né en 81. Contact en Belgique, qui connaît plus ou moins la même histoire qu'Énergie, également née en 81. Des marques comme Studio Bruxelles, des marques très très fortes qu'on market, on crée des marques fortes, du storytelling fort, et c'est très important d'avoir ces marques puissantes. Et puis, depuis 2010, et même tout ce qu'on vit maintenant, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus d'avoir un beau logo, ça ne suffit plus d'avoir des beaux jingles, ça ne suffit plus d'avoir un beau slogan. Les auditeurs, nos clients finalement, se demandent à quoi on sert. On passe de la musique, c'est très bien, on divertit, mais à quoi sert cette radio ? Et c'est ce que j'appelle l'ère du purpose radio, c'est à quoi ça sert de toucher des centaines de milliers de personnes tous les jours. Et vous voyez là quelques logos d'initiatives qui montrent que les radios ont compris cela. Le Nostalgie Magic Tour, je reviendrai plus tard sur cette initiative que nous avons lancée il y a plusieurs années, Viva for Life sur Vivacité, de Warmsteweg, bien connu, partie de Studio Bruxelles, qui maintenant s'étend à tout l'univers de la VRT. La radio est investie et donne du sens. Et ça, c'est fondamental, puisqu'on est conscient qu'on a un rôle à jouer dans la société, et on a un rôle à jouer dans la contribution à un monde meilleur. Een ander goed voorbeeld is, die ons uitnodigt om onze verantwoordelijkheden te nemen, is die Eurobarometer. Jaar na jaar is radio verre van het meest betrouwbare medium. Dus Eurobarometer peilt elk jaar welk medium het meest betrouwd is. En radio schiet er echt uit. Kijk op deze grafiek. Kijk waar we staan ten opzichte van social media. Dus ja, een betrouwbaar medium voor info. Wat wij meedelen op radio, dat wordt aanzien als betrouwbare info. En dus we moeten ook in die zin onze verantwoordelijkheden nemen. En wij zeggen graag bij N-Group, we zullen misschien niet de beste radio van de wereld zijn. Zelf al proberen we dat elke dag. Maar we proberen toch de radio's te zijn die het beste zijn voor de wereld. Dat proberen we al sinds elke dag. En Géraldine gaat daar een beetje meer over vertellen. Oui, donc moi je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait depuis 2010, puisque N-Group s'est depuis 2010 lancé dans une démarche RSE. Alors ce serait prétentieux de dire que c'était clairement identifié comme une démarche RSE, mais en tout cas l'intention et la bonne volonté y étaient. En 2010, on a fait un peu comme toutes les sociétés qui au départ se lancent dans une démarche RSE, on a fait de la philanthropie. Donc on a sponsorisé
Goods to Give, qui est en fait une ONG qui sert de passerelle entre les entreprises et les organisations sociales qui luttent contre la pauvreté via un webshop solidaire. Et 12 ans après, nous sommes toujours mécènes de cette ONG. Et en fait, 2010 a vu aussi le départ de notre démarche RSE en interne, puisqu'on a une éco-team qui s'est formée avec plusieurs personnes de tous les départements, qui s'est formée en interne et qui avait pour objectif de sensibiliser notre équipe à cette démarche, notamment par la rationalisation des déchets, par la promotion de la mobilité douce. Donc c'est vraiment des choses qui se sont mises en place petit à petit. Et en 2013 a vu la rubrique Il y a de l'idée, qui vit toujours pour l'instant sur l'antenne de Nostalgie, naître. Et en fait, cette rubrique est une rubrique citoyenne qui propose en fait des solutions, qui met en lumière les acteurs du changement. Et cette rubrique existe toujours et ça nous a permis aussi d'être en lien avec toutes sortes d'acteurs du changement et de la transition. 2013, c'était aussi le grand chantier qui a commencé, notre bilan carbone. Donc on a commencé à calculer notre bilan carbone et nos émissions de CO2 avec CO2 logique. Et à partir de 2014, on a été labellisé CO2 neutre. Alors on sait que le label CO2 neutre peut parfois être taxé de greenwashing. Parce qu'évidemment, pour les entreprises, c'est se donner bonne conscience. Nous sommes CO2 neutres parce que ça permet de compenser assez facilement les émissions. Mais en fait, ça nous a vraiment permis de faire un bilan de toutes nos émissions carbone. Et ça nous a permis de mettre pas mal d'actions en place pour diminuer nos émissions carbone. Donc depuis 2014, on a diminué de 25%. Par une amélioration dans le bâtiment, dans la flotte de voitures, où on a plus de voitures électriques, des hybrides, des vélos électriques. Et on a aussi fait pas mal d'investissements sur nos émetteurs, puisqu'évidemment en tant que radio, on a pas mal d'émetteurs pour la FM. Et donc en tout cas la plupart de nos émetteurs ont été passés sur l'énergie verte. Donc ça nous a vraiment permis de diminuer pas mal nos émissions. On a encore des gros projets là-dessus en 2022, donc ça on vous en parlera plus tard. En 2015, on a vraiment mis le focus sur les informations constructives. Alors qu'est-ce que c'est ? On s'est rendu compte que les médias, en tout cas dits traditionnels, pouvaient être assez anxiogènes. Et en fait, l'information constructive, c'est traiter l'information différemment. Donc c'est aussi mettre en avant ce qui est positif. Alors on ne cache pas ce qui est négatif, mais on cherche aussi des pistes de solutions. Et c'est aussi tout un travail sur la voix, sur les mots qui sont choisis. Et Leslie, qui est toujours là, puisqu'elle était déjà là en 2013 avec l'idée, sera d'ailleurs une des fondatrices de l'ASBL New 6, qui est en fait vraiment la référente de l'information constructive en Belgique. Alors en 2017, on s'est attaqué à un gros chantier qui est l'implémentation du management participatif et une politique de bien-être au travail avec vraiment l'humain au centre. Je dis que ça a été un gros chantier parce qu'évidemment on ne change pas comme ça une entreprise hiérarchique qui a toujours fonctionné de cette manière. Donc on a vraiment formé en fait la plupart de notre personnel au management participatif, aux techniques de facilitation de réunion. Et en fait, ça nous a permis vraiment de passer d'une société qui était purement hiérarchique à une société où la décision est au bon endroit. Et c'est aussi une manière de crédibiliser notre engagement, puisque là, ce n'est pas seulement un engagement qui vient du CEO, « Ok, on va faire ça ». Ici, c'est vraiment l'équipe qui s'engage. Et une des preuves, c'est qu'en 2017, on a en fait redéfini de manière collaborative avec toute l'équipe notre vision, notre mission et nos valeurs. Et c'est aussi en 2017 qu'on a mis en place toute une politique de bien-être au travail. Par exemple, on a proposé des formations de 8 semaines en pleine conscience. On a installé aussi à ce moment-là une salle zen, il y a des espaces de jeu. Donc ça, c'était vraiment aussi le moment de notre politique bien-être. En 2019, là, on est en fait devenu Fairtrade at Work. On a été aidé pour ça par Fairtrade Belgique, qui nous a permis de sensibiliser notre personnel. Alors,
à partir de ce moment-là aussi, on a plus pensé Fairtrade dans tout ce qu'on faisait, dans nos petits déjeuners d'entreprise, dans la machine à café, dans la machine à snack, mais aussi dans nos chasses aux œufs, puisque Nostalgie est une grande organisatrice de chasse aux œufs de Pâques. Et tous nos œufs sont maintenant Fairtrade, mais qui m'en parlera tout à l'heure. Et on distribue 69 000 cafés par an, on a calculé. Donc le fait de les switcher en Fairtrade, ça a quand même son impact aussi. Bon, pas cette année évidemment, ni l'année. Pas cette année, c'est vrai. Bon. En 2019 aussi, on a commencé à travailler avec Actiris sur le label Diversité. Donc on a fait avec eux, d'ailleurs on a reçu le label Diversité aussi, on a fait avec eux un plan triennal pour toutes sortes de choses qu'on a mis en place. Donc on organise les duodés, donc c'est des personnes handicapées qui peuvent venir en entreprise. On a mis en place la communication inclusive, on a mis en place aussi tout ce qui est dans le recrutement, aller sur des plateformes spécialisées, etc. Et ça, c'est encore un travail évidemment qui est en cours actuellement. Et en 2021, on a mis en place, en tout cas chez Énergie, le programme Play for Zero. Et en fait, c'est un programme qui met ensemble toutes les initiatives positives pour la préservation de la planète que Énergie met en avant, comme par exemple une rubrique 60 secondes climat avec Adélaïde Charlier. On a aussi pas mal de partenariats avec Reforest Action, avec l'Eneco Beach Cup, mais ça, qui m'en parlera aussi plus tard. Et alors, on a mis en place un gros chantier depuis 2020. En fait, on a voulu faire un bilan de nos actions RSE et on a voulu faire un plan d'action à court, moyen et long terme. Et pour ça, on a fait appel à des étudiants de l'UCL, de LMS Conseil. Et en fait, ils nous ont proposé de remplir pour N-Group le B-Impact Assessment de B Corp. Donc, c'est des questions très précises, c'est un label très connu. Et en fait, pour avoir le label B Corp, il faut 80 points. Nous, on était plus ou moins, je pense, à 49. Oui. Et en fait, ça nous a vraiment fait un état des lieux de tout ce qu'on faisait. Alors, on s'est rendu compte aussi qu'on faisait énormément de choses en interne, mais pas forcément avec l'externe. Et donc, on a mis en place un plan d'action et on a décidé à ce moment-là d'intégrer les objectifs de développement durable dans notre démarche. Alors, pourquoi les objectifs de développement durable ? Mais pour deux choses, parce que les ODD sont universels et leurs logos sont très connus. Donc au niveau de la communication, c'était beaucoup plus facile. Et aussi parce que toutes les actions qui étaient mises en route en interne pouvaient être reliées à un ou plusieurs objectifs de développement durable. Donc ce qu'on a fait, on a été par étapes. On a d'abord expliqué ce qu'étaient les objectifs de développement durable à toute la société. Et puis on leur a proposé un sondage où en fait ils pouvaient choisir sur quel objectif ils voulaient travailler et aussi sur quel objectif le média pouvait avoir une emprise. Et donc on est ressorti avec 3 groupes d'objectifs. Un objectif vraiment qui est sur l'humain, donc c'est les objectifs 1, 2 et 3, donc bien-être, zéro pauvreté, zéro faim. On a un deuxième atelier qui est l'objectif 4, donc c'est l'éducation pour tous et l'apprentissage tout au long de la vie. Et l'objectif 12 qui est le mode de consommation et de production durable. Et donc en fait on a des ateliers qui se sont mis en place sur ces 3 objectifs. Il y a plus ou moins un tiers de notre personnel qui s'est inscrit volontairement dans ces ateliers. Et il y a déjà pas mal de choses en fait qui sont ressorties. Comme par exemple la mise en place d'un time building. Donc c'est en fait les employés vont dans une ASBL pour aider pendant une journée de travail. Et évidemment, on a des choses à beaucoup plus long terme, comme une charte de durabilité avec nos partenaires et nos fournisseurs. Donc ça, ce sont des choses qui vont encore évoluer, évidemment. Donc, évidemment, il y a plein de choses qui ont été mises en place, mais tous ces projets, évidemment, ne sont pas terminés. Ils sont toujours en cours. On est toujours en amélioration et je pense qu'on a pas mal de choses aussi à faire encore en 2022, en tout cas. Alors ça, c'est une image que j'aime assez bien, que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Et c'est en fait la démarche RSE dans une entreprise. Donc on commence par la philanthropie, on donne de l'argent, mais en même temps on ne s'engage pas tellement, on n'a pas grand-chose à faire. La compensation, on compense ce qui est négatif, mais seulement après l'intégration, on intègre cette démarche dans la société et les équipes sont intégrées dans cette démarche. Alors je dirais que nous, on est un peu au début du papillon
Mais donc il y a encore pas mal de belles choses à faire. Quelques exemples concrets que Géraldine a cités. Cet exemple-ci, 100 minutes. Chaque année, on offre à 15 associations 100 minutes d'antenne sur toutes nos marques. C'est un budget qui vaut entre 70 et 80 000 euros. Et donc ça leur permet de faire des campagnes publicitaires sur des radios qui touchent beaucoup de monde et de déployer leur activité. Donc c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis de nombreuses années. Hier een voorbeeld van ons eco-team die we in 2010 zijn opgestart en die we natuurlijk stimuleren en activeren via Workplace. Workplace is ons intranet. We hebben bijvoorbeeld bike-sharing, we hebben fietsen in de garage die we kunnen delen. Als het de week van de mobiliteit is, dan worden onze personeelsleden gemobiliseerd om daaraan deel te nemen of gestimuleerd om daaraan deel te nemen. Dus intranet is heel belangrijk om dat eco-team levende te houden. Alors, le problème, c'est qu'on est des radios divertissantes, on passe de la musique, donc il ne faut pas qu'on arrive avec un côté trop paternaliste quand on parle d'écologie. Voici une mécanique très simple et très ludique, mais qui permet quand même toujours de dire on est là et on fait quelque chose. Sur Énergie, avec Reforest Action, chaque fois qu'un auditeur passe à l'antenne, on plante un arbre. Et c'est très simple à communiquer. Tu es passé à l'antenne, grâce à toi, on plante un arbre. Oui, on ne plante pas un arbre en Belgique. Oui, clairement, ça peut être critiqué, mais une fois de plus, c'est une manière de, déjà, planter une petite graine. Un auditeur à l'antenne sur Énergie, c'est un arbre planté. Dit is een actie die we al lang doen met Eneco Beach Cup. Dus met onze DJ's gaan we het strand schoonmaken. En sinds verleden jaar doet heel Energiegroep, en heel Energiegroep dat betekent 13 landen. Want Energie is aanwezig in 13 landen, dus die 13 landen nemen op 19 maart deel aan deze acties om publieke ruimtes op te kuisen, samen met de luisteraars, met muziek, met de DJ's. Corporate Régénération, ça c'est confronter nos idées, nos engagements à des jeunes forcément engagés, des jeunes qui ont décidé de faire partie de Corporate Régénération. Et on a tous les mois une réunion avec eux. La présentation qu'on vous montre ici, ils l'ont vue, ils nous l'ont challengé, cette présentation. Quand on fait un manifeste, ils le relisent, ils le corrigent. Il y a un esprit très critique chez cette nouvelle génération qui est juste fabuleuse, et pourquoi s'en priver? Donc Corporate Régénération vient de temps en temps au comité de direction nous challenger sur nos engagements. Dit is wat er on air gebeurt. Il y a l'idée, wat we al besproken hebben met Leslie Remenans, elk weekend, le journal de la mobilité. Allemaal positief nieuws over mobiliteit en alternatieven in mobiliteit. Wordt ook op Nostalgie uitgezonden. Op Energie om 12:30 elke dag Adélaïde Charlier. Die in 60 minuten een handige info komt geven over ecologie. Dus natuurlijk wordt er ook on air veel gepraat over ons engagement. Ça, c'est le Magic Tour. Le Magic Tour de Nostalgie, je pense que ça date quand même bientôt depuis 10 ans. En décembre, avant Saint-Nicolas, on fait une grosse récolte de jouets, du seconde main mais en bonne qualité. Et vous voyez les résultats, 9 tonnes de jouets de récoltés, 18 000 piles de récoltés avec Bébat, donc on greffe à ça en plus une action de recyclage avec des piles. Et ces piles servent à offrir un chèque pour un village de l'Icebell avec laquelle on travaille, qui est l'Icebell Arc-en-Ciel, qui a elle chapeaute des dizaines d'Icebell qui sont en charge d'enfants défavorisés. Dit is een andere actie die we een paar jaar geleden niet zouden gedaan hebben. Met de Recupel hebben we met Nostalgie, met een mobiele studio, hebben de mensen en de luisteraars opgeroepen om hun kapotte elektrisch materiaal te verzamelen. Ongelooflijk succes die actie. En we hadden aan die actie ook een solidariteitsactie gelinkt. Want er kwamen mensen ook die toestellen herstellen. En in al die toestellen die we verzameld hebben we toch 500 toestellen kunnen herstellen en hebben we kunnen schenken aan de slachtoffers van de wateroverlast van verleden zomer. Dus dit zijn een paar concrete voorbeelden van wat we op een ludieke manier kunnen doen en kunnen brengen on air. Wat gaan we nu vanaf 2022 doen? Bon, ben là, il y a encore du boulot. Alors, on est en 2022 et le reste, évidemment. Vous l'avez peut-être vu, tout récemment, nous avons été en fait
reconnu comme membre du SDG Media Compact de l'ONU. Et donc en fait c'est une initiative de l'ONU qui regroupe les organisations de divertissement et d'information dans le monde entier qui sont reconnues comme vecteurs des objectifs de développement durable. Donc ça c'est vraiment une reconnaissance en interne pour tout le travail qui a été fourni aussi par nos équipes et ça nous booste encore plus pour continuer ce projet. Alors, comme toutes les sociétés, enfin beaucoup déjà de sociétés qui ont une démarche RSE, on voudrait développer en 2022 un rapport annuel d'impact. Parce que oui, on a une démarche RSE, mais on aimerait aussi pouvoir mesurer les performances dans cette matière. Et donc ça, c'est un de nos objectifs vraiment pour coller au mieux à la réalité. Comme on vous l'expliquait tout à l'heure, oui, on est neutre en carbone. Ce qu'on voudrait, c'est diminuer encore plus nos émissions. Donc là, on est à moins 25%. On voudrait diminuer encore plus. Et on a plusieurs projets qui sont mis en place cette année, notamment des panneaux solaires sur le toit, qui nous permettraient vraiment de couvrir nos dépenses des studios et du local technique. Pourquoi pas des batteries qui nous permettraient d'être plus autonomes encore au niveau de l'électricité. Donc il y a pas mal de choses qui sont mises en place. On veut vraiment diminuer au maximum notre impact CO2. Vous imaginez si on arrive à faire ça, juste concrètement, on serait, je pense, une des premières radios au monde à fonctionner dans les conditions possibles. Donc ça veut dire quand il y a de la lumière et probablement en été, de faire fonctionner nos studios sur de l'énergie solaire. Donc nos radios émettraient sur de l'énergie solaire. Émettraient, ce n'est pas tout à fait correct. Attention, je fais du greenwashing parce que les émetteurs ne sont pas sur l'énergie solaire, mais en tout cas les studios, la diffusion se ferait sur l'énergie solaire. On tend vers cela en tout cas. Et alors, une des dernières choses, c'est qu'on s'est vraiment rendu compte en faisant le Bee Impact Assessment qu'on avait travaillé beaucoup en interne, mais très peu avec nos parties prenantes externes. Et donc, on voudrait mettre en place une charte de durabilité avec nos fournisseurs et nos partenaires. Et on voudrait aussi faire plus de choses avec nos régies, avec les annonceurs, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont dans cette démarche et qu'on a envie d'aller plus loin avec elles. Donc ça, c'est vraiment un de nos gros objectifs. C'est un des points sur lesquels on perdait beaucoup de points, évidemment, chez Bicorp, c'est qu'il faut impliquer les partenaires. Voilà. On ne peut pas, nous, être engagés et être sur un événement qui distribue des gobelets en plastique, pour le dire basiquement. Donc, on doit engager nos partenaires dans un contexte très concurrentiel où nos concurrents, la RTBF et la RTL, veulent les mêmes partenariats. Nous allons tout de même demander à nos partenaires de signer, de souscrire à une charte qui se fera en étapes, une fois de plus. Pas de perfection du jour au lendemain. On accepte un avancement ou en tout cas une évolution en année 1 et on demande un engagement en année 2, année 3. Donc ça, c'est un gros pas vers l'avant. Oui. Alors, wat zijn de obstakels in alles wat we doen? Er zijn 3 obstakels. De eerste, de fear of greenwashing. We hebben sinds 2010 eigenlijk nooit gecommuniceerd over wat we deden. Dus ik heb 2 weken geleden voor mijn zoon een spelletje gekocht in plastic en daar stond op CO2-neutraal. Daar heb je het dan. Hè? Dus dat is echt een plastic spel CO2-neutraal. Dan zit je met die compensatie. Wij hebben nooit op onze campagnes, reclamecampagnes, gezegd dat we CO2-neutraal waren. Dat was iets wat we intern deden. Dus dat is belangrijk. We hebben nooit gecommuniceerd. Maar toen kwamen die jongeren van Regeneration en Adelaide Charlier zeggen van ja, maar jongens, jullie zijn een medium. Jullie bereiken elke dag 900.000 luisteraars. Het kan niet zijn dat jullie daar niet over communiceren. Jullie moeten jullie verantwoordelijkheid nemen en jullie moeten niet bang zijn om niet perfect te zijn. Kritiek ga je krijgen. Dat komt er sowieso. Dus verleden jaar hebben we begrepen dat we toch over moesten gaan naar communicatie en niet bang zijn voor die greenwashing. En Wim van Bubka stuurde mij die slides die toont dat er heel veel werk is. Hè, want slechts 6,4% van de consumenten geloven hun merk wanneer die iets doet voor het klimaat. En slechts 7,7% gelooft hun merk als ze iets sociaal doen. Er is enorm veel werk om mensen te overtuigen. Maar niet getreurd, we gaan het doen. Hè. We gaan kritiek aanvaarden als het maar constructieve kritiek is. En we gaan niet meer bang zijn voor die greenwashing en communiceren op onze websites on-air over wat we doen. Een voorbeeldige functie hebben eigenlijk. Het tweede probleem is het budget, le budget. Être engagé écologiquement, ça coûte plus cher. On ne va pas vous dire que ça va vous faire gagner de l'argent, ça coûte clairement plus cher. Un exemple que Géraldine a évoqué tout à l'heure,
il y a 2 ans, on a décidé que nos chasses aux œufs, puisque Nostalgie est le plus gros organisateur de chasse aux œufs chaque année, que nos chasses aux œufs devaient distribuer des œufs Fairtrade, des œufs galères Fairtrade, des œufs belges Fairtrade. On distribue sur ces chasses aux œufs 1,5 tonnes d'œufs. Et ça nous coûtait généralement 7 000 €. Pour passer sur des œufs Fairtrade, on passe à 18 000 €. Donc vous voyez que c'est un impact quand même budgétaire, qu'il faut déjà expliquer à nos administrateurs en France, puisque nos administrateurs sont pour la majorité français, pourquoi en une fois ces événements coûtent beaucoup plus cher et que ça ne va pas rapporter de l'argent. On le fait par conviction. Là, on vient de produire, il y a 2 semaines, les premiers bonnets. On a des bonnets pour nos équipes promo, des premiers bonnets en coton écologique de Nostalgie. Eh bien, ça coûte 2 fois plus cher, clairement. Donc si on a un budget qui n'est pas extensible, on doit faire mieux, mais moins. Donc le budget, c'est effectivement un défi. Un dernier exemple, c'est les goodies. Nous avons plus ou moins 1000 événements par an sur le terrain. On aime donner à nos auditeurs, ou en tout cas aux personnes qui viennent nous rejoindre sur notre stand sur ces événements, on aime leur laisser quelque chose pour qu'ils se souviennent de nous. Avant, c'était des stylos, des lattes en plastique, etc. Ça, on a dit, c'est fini. Donc tous les goodies qu'on distribue doivent être écologiques. Alors évidemment, ça coûte plus cher. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a challengé nos fournisseurs. On leur a dit, si vous voulez qu'on continue à commander chez vous, il faudra que dans votre catalogue, il y ait plus de goodies écologiques. Et on challenge également nos partenaires. C'est l'exemple du challenging de nos partenaires. Et enfin, on ne va pas dire que c'est un obstacle, mais on le voyait dans ce que Wim de Bubka m'avait envoyé. Pour convaincre, il faut être transparent. On a déjà eu l'occasion de parler de transparence dans le cadre de la conférence Orbit. Cette transparence, elle est fondamentale. C'est bien de dire à l'antenne, et sur des radios musicales, on peut le dire, mais on ne peut pas avoir un sujet de 5 à 10 minutes sur les détails de « on a mesuré, on a fait ceci ». Nous sommes toujours et encore des radios musicales. Il est essentiel que nos auditeurs puissent très facilement retrouver les infos, voir ce qu'on raconte est vrai. Qu'ils aillent sur énergie.be, nostalgie.be, que notre rapport annuel, notre rapport RSE soit disponible dans un langage vulgarisé, facile à comprendre pour tout le monde et qu'il montre clairement et en détail que ce qu'on fait est mesurable. Et une fois de plus, le label CO2 neutre, certification AB20 SOT, la certification B Corp, qui est certainement une des certifications les plus prestigieuses qu'on puisse imaginer, ces certifications-là nous permettent de mesurer notre engagement. Alors, quelques conseils, on disait évidemment en toute humilité, parce qu'on n'est pas là pour être les profs, mais je pense que l'important, c'est de ne pas perdre de vue qu'une démarche RSE, c'est une démarche à long terme, vous l'avez vu chez nous, et que c'est une démarche qui est propre à chaque entreprise. Donc oui, il y a des théories, mais je pense qu'il faut d'abord ressentir ce que l'entreprise a besoin et ce dont elle est capable. Alors chez nous, en tout cas, on a toujours prôné la technique des petits pas. Donc c'est pas après pas, on avance. Même si c'est des petits pas, on avance quand même. Et donc il ne faut pas non plus mettre la pression. Donc il y a des objectifs qui vont prendre plus de temps, il y a des objectifs que vous allez recommencer parce que vous vous êtes planté. Et ce n'est pas grave, parce que vous avancez quand même, et ça c'est important. C'est aussi de déterminer un angle d'attaque. Vous avez vu, nous on a fait ça sur 10 ans, mais ne pas tout commencer en même temps, structurer. Je dis ça, mais nous on a mis 10 ans à structurer, donc voilà, on peut donner ce conseil. Et alors surtout, c'est communiquer votre démarche en interne, parce qu'en fait, vos premiers supporters, c'est vos collaborateurs. Donc vous devez vraiment capitaliser sur les personnes que vous sentez motivées par cette démarche et les autres suivront. C'est comme ça dans tous les groupes. Prenez les personnes motivées et puis tout le groupe va suivre aussi dans cette démarche. Et alors et surtout, je dirais, c'est échanger les bonnes pratiques. Alors oui, il y a la concurrence. Je pense que là, on n'est pas du tout dans de la concurrence. On travaille tous pour un bien commun. Et donc c'est ça l'important, c'est chaque entreprise a des expériences différentes, donc il faut les partager, il faut voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et nous on est toujours très preneurs de cet échange. On a d'ailleurs l'académie de police qui vient dans 15 jours, je pense, par rapport au leadership. Et nous on aime avoir ce partage de bonnes expériences en tout cas. En dan ter conclusie, wat we kunnen zeggen, heel bescheiden conclusie natuurlijk, maar zoals we zeggen, take your time, step by step. Geraldine zei het, ik kan niet van de dag op de andere perfect zijn. Over die perfectie, niemand is perfect.
Aanvaard kritiek. Die kritiek ga je krijgen. Vooral vandaag op social media wordt kritiek heel gemakkelijk gepost. Aanvaard die kritiek. Heb ook antwoorden op die kritiek. Hè. Als je kan doorverwijzen naar dat document, naar die berekeningen, dan kan je ook van die kritiek een constructieve kritiek maken. Wees transparant, hè. Daar had ik het net over. Deel alle details. Deel ook waar je nog niet goed staat, waar je nog inspanningen moet doen. Wees daar niet bang voor. En tenslotte, het gaat hier niet over marketing. We zijn in 2010 begonnen. Wij zitten niet over alle daken te schreeuwen dat we dit doen. Wij sturen weliswaar soms een persbericht, omdat we daar ook oprecht heel fier op zijn over wat we doen. Hè. Eens te meer als muzikale zenders zingeving geven, purpose, dat is belangrijk voor ons. En daarom willen jongeren en DJ's ook liever bij ons werken dan bij de concurrentie. Maar het gaat niet om marketing. Wij zijn helemaal niet overtuigd dat een luisteraar vandaag gaat kiezen voor een van onze zenders omdat we CO2-neutraal zijn. Een luisteraar kiest voor de zender omdat hij de beste muziek en misschien zijn favoriete DJ heeft. Maar het kan wel effect hebben, maar doe het niet om marketing. Doe het omdat je ervan overtuigd bent. Omdat je erin gelooft en omdat je overtuigd bent dat je kan bijdragen tot een betere wereld. Zo, dat was het. En wij kijken nu uit naar jullie vragen. Merci Géraldine et Kim. Et nous avons en fait déjà une question par rapport à ce que Géraldine vient de dire. Échanger les bonnes pratiques entre entreprises, c'est une excellente idée, mais comment faire, comment procéder? Est-ce que vous invitez les autres à vous prendre contact avec vous? Comment ça va fonctionner? Mais il y a déjà des organisations qui font ce genre de choses. Je pense par exemple à The Shift, qui met vraiment en contact les entreprises par rapport à ces sujets de durabilité. Évidemment, nous aussi, on est prêt à échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours preneur d'un échange d'expérience. Je sais pas si tu veux rajouter. Oui, we willen ook een open bedrijf zijn op dat vlak. We ontvangen, met COVID mocht het natuurlijk veel minder, maar we ontvangen ook graag andere bedrijven. Hier binnen volgende week ontvangen we de Brusselse politieafdeling bijvoorbeeld in onze gebouwen om te tonen wat we gedaan hebben. Dus we delen het graag en inspireren graag mensen die daar interesse voor hebben. Dus jullie zijn allemaal welkom ook. Een tweede vraagje komt van Thibaut Gelders en die vraagt: gaan jullie ook specifiek inspelen op jongeren? En zo ja, op welke manier? Ja, bedankt voor die vraag, Thibaut. Ja, we zien eigenlijk hebben wij de indruk dat het gemakkelijker is bij de jongeren dan bij een oudere generatie. Die jongeren willen dingen veranderen. Die challengen ook een merk zoals Energy, die eigenlijk wel sinds 1981 een heel commercieel imago heeft. Hè. Die Panther, dat logo, de jingles. En dus wij worden gechallenged door die jongeren. En voor ons is het heel belangrijk om die jongere generatie mee te krijgen in wat wij doen. En ze te overtuigen ook dat wij dingen willen veranderen samen met hen. En vandaar ook de enorme interesse om die jongeren te gaan challengen. Ik ben persoonlijk 2 keer naar mijn vroegere school, naar IX, getrokken om onze engagementen aan te tonen en gechallenged te worden door die jongeren die echt geen blad voor de mond nemen en die echt zeggen wat ze ervan denken. Alors encore une question dont la réponse n'est pas simple. Elle est posée par Nicolas Lambert. Est-ce que vous iriez jusqu'à challenger un annonceur si vous jugez que sa publicité est due au greenwashing? Refuseriez-vous par exemple la pub pour les SUV ou pour des énergies fossiles? Désolé pour la question, difficile, que vous soyez formidable. Merci Nicolas. Et tu n'as pas à t'excuser pour la question. C'est une question forcément que les jeunes nous posent beaucoup en disant oui, mais c'est bien ce que vous prenez, mais si vous diffusez des pubs d'annonceurs qui prônent le contraire. Alors, une fois de plus, c'est compliqué de toucher à la pub. Nous sommes une entreprise privée, on ne vit que de la pub et tout ce qu'on peut mettre en place, y compris avec du surcoût, puisque je le montrais que les choses qu'on tente de mettre en place demandent parfois plus de budget. Les choses qu'on met en place ne peuvent être financées que par la pub. Et donc, on a eu de longues discussions en interne de jusqu'où va-t-on là-dedans. Alors, il nous arrive de refuser des spots, mais pour être franc, je ne pense pas qu'on ait refusé des spots pour raison de greenwashing. On refuse des spots quand ils ont des opinions politiques ou religieuses. Donc, peut-être qu'on pourrait tirer le trait. Ce qu'on souhaite faire avec nos régies,
et c'est un dossier qui est vraiment prioritaire pour 2022, c'est plutôt d'être incitatif et positif. C'est de dire, on ne pénalise pas ceux qui ont payé une campagne pour la diffuser chez nous. Par contre, on va récompenser ceux qui font une campagne qui fait preuve d'un message positif, d'avancement. Et ces gens-là, main dans la main avec la régie, donc je ne vais pas m'avancer ici puisque ça n'a pas encore été discuté ni avec RMB ni avec IP, en tout cas pas formellement, mais on essaye de les incentiver et de les récompenser parce que leur pub porte un message d'espoir. Mais il est vrai que de là à pénaliser un annonceur et à refuser une campagne sur nos antennes et s'asseoir sur ce budget, c'est quelque chose qui est compliqué de notre côté et c'est quelque chose qui est très compliqué par ailleurs à expliquer à nos administrateurs et actionnaires en France. Par rapport à ça aussi, on discutait justement cette semaine de voir s'il n'y avait pas moyen d'avoir un mémoire d'étudiants qui pourrait en fait mesurer sur une année quels sont les annonceurs qui viennent chez nous, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces annonceurs. Donc, est-ce que c'est de la pub pour une voiture électrique? Est-ce que c'est des objets qui peuvent être considérés comme durables? Et donc, voir en fait sur une année ce que ça représente en fait comme impact publicitaire chez nous. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas pour l'instant. C'est un gros travail. Et donc, on pense faire ça avec des étudiants par rapport à ça. Donc, on vous tiendra au courant des résultats. Et pour terminer, on diffuse, en tout cas sur cette question, on diffuse 12 minutes de pub, maximum 12 minutes de pub par heure. Donc, on est conscient de la responsabilité, que ça aussi, on ne peut pas considérer qu'on met notre programme sur pause une fois que l'écran est diffusé et qu'on reprend le programme après. Ça fait partie de nos programmes. D'ailleurs, le CSA nous convoque, nous, quand une pub ne correspond pas à une éthique publicitaire, etc. Nous sommes responsables de ce que nous diffusons. Et à ce titre, c'est vrai que nous devons prendre nos responsabilités et avoir une réflexion là-dessus. En dan een lange ja-nee-vraag. Jullie spraken over de sociale ontwikkelingsdoelstellingen, de SDG's, zegt Geert de Grande. Bij Restory werken ze rond de SDE's, de Social Development Enablers. Zijn jullie daarmee vertrouwd? Bedankt Geert en leuk dat je er bent. Nee, we zijn niet vertrouwd, persoonlijk niet vertrouwd met dat, maar dan moeten we eens bellen en afspreken om het erover te hebben. Wij vinden de SDG's, we vonden de SDG's een heel belangrijke tool, omdat ze mooi samengevat zijn, omdat er een heel mooi communicatiewerk al gemaakt is. Grafisch gezien is alles al klaar. We krijgen ook communicatietools mee voor de SDG's, dus voor ons was het heel handig om daar gebruik van te maken, maar zoals gezegd maken we ook gebruik van B Corp en hun quotatiesysteem. Dus wij staan open voor alle verdere discussies hierover. En dan een open vraag van Greet van Oppen. Niet alle bureaus hebben de kennis van Boepka. Hoe kunnen jullie andere agencies adviseren en of begeleiden? Boepka, die ik geciteerd heb, want ik vind het een ongelooflijk inspirerend bureau en heb al deelgenomen aan conferenties van Wim, is altijd enorm inspirerend. Ja, ik vind het geweldig dat zij er zijn. Eigenlijk doen wij beroep op hen om verder te gaan en verder te groeien. Wij hebben niet de pretentie om te zeggen dat wij even sterk zijn of dat onze job is. Eigenlijk is Boepka eerder een hulp voor ons dan wij een hulp voor Boepka. Wat wij kunnen doen is bedrijven en scholen, universiteiten, bezoekers hier ontvangen om te tonen wat wij al gedaan hebben. Maar wij gaan hier geen presentatie geven met cijfers en statistieken. Die hebben wij gewoon niet vandaag de dag. En dan een vraagje van Victor Pousseret van ACC. What about the SDG's Action Manager via B Corp? Veel gebruikt? Vraagteken. En fait, nous, on a fait le B-Impact Assessment de B Corp vraiment pour avoir un état des lieux. On a décidé après d'intégrer les ODD dans notre démarche. Là, en tout cas, en 2022, ce qu'on voudrait, c'est vraiment reprendre tout le questionnaire de B Corp et voir ce qu'on peut améliorer, en tout cas. Donc, notre B Corp est quelque chose qu'on a envie de faire, peut-être pas dans l'immédiat, mais c'est quelque chose qu'on veut en tout cas développer chez nous. Et donc, il y a encore pas mal de choses à faire. On est vraiment qu'au début. On a commencé ce chemin B Corp et ODD en 2020. Là, on n'est que début 2022. Donc, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à développer. Et je sais pas si tu veux...
Oui, B Corp is natuurlijk een heel veel eisend certificaat. Ik denk dat je 80 punten op 200 moet hebben om eventueel B Corp te worden. Wij zaten rond de 56 of 60 punten. Maar het is ongelooflijk interessant om te zien waar de pijnlijke punten zijn, waar we het niet goed doen. En bijvoorbeeld, we deden het niet goed qua partnerships. Het is heel goed om hier bij onze activiteiten dingen te doen, maar een partnership aangaan met iemand die dat helemaal niet respecteert, kan nu niet meer. Een ander pijnlijk punt is, we moeten aandeelhouders meekrijgen. En in Frankrijk staan ze vandaag de dag, ze zijn ermee bezig, maar staan nog niet even ver. Hè. Eens te meer, het is een stap-na-stap proces. Wat wij op 10 jaar tijd hebben gedaan, kunnen zij niet op 1 jaar tijd doen. Dus we moeten onze aandeelhouders meekrijgen om weer extra punten te verdienen met die B Corp. Dus wij gebruiken eerder bepaalde SDG's om verder te gaan, om te evolueren, positief te evolueren en aan de hand van die evolutie te berekenen met de B Corp-punten waar we staan ten opzichte van die 80 punten. En kunnen we op een dag B Corp zijn? Ja, zoveel te beter, dat is dan heel goed, maar het is niet eigenlijk de doelstelling op zich. Ja, en dan is er nog een vraagje die naadloos aansluit op wat je daarnet vertelde, Kim. Jullie willen leveranciers en partners sensibiliseren, maar lukt dat bijvoorbeeld ook voor de leveranciers van technologie die jullie nodig hebben voor het maken van uitzendingen, zoals software, hardware? Zeker, zeker. Die mensen zijn daar ook heel erg mee bezig. We zijn bijvoorbeeld al een paar jaar onze zenders aan het vervangen. Want een zender is iets wat enorm veel elektriciteit verbruikt. Vandaag zijn 76% van onze zenders die draaien op groene energie. Die overige, dat zijn zendersmasten die wij delen met andere groepen, RTL of RTBF bijvoorbeeld. En wij moeten zij dus gaan overtuigen om ook op groene energie over te schakelen. Maar de zender zelf zijn wij aan het vervangen door Negresco. Ik ben de naam even vergeten, sorry daarvoor. Maar dat zijn zenders die ongelooflijk minder verbruiken dan degene die wij vroeger gebruikten. Dus ook op technologisch vlak zijn we natuurlijk bezig met bepaalde keuzes. Ook qua informatica doen we keuzes die ons helpen onze CO2-uitstoot te verminderen. Zeker en vast. Merci en tout cas Géraldine et Kim. Et puis l'histoire n'est pas terminée parce qu'on va se retrouver le 8 juin prochain pour un Take a Break qui sera consacré au podcast. Et je suis certain que ça va être tout aussi passionnant de vous écouter et d'avoir aussi des beaux exemples à partager. Et dans l'espoir de pouvoir vous recevoir ici même dans notre studio public pour pouvoir échanger sur le phénomène des podcasts, en effet. Dus om even af te sluiten, dank u wel aan de sprekers en aan alle kijkers en luisteraars natuurlijk. We horen elkaar en we zien elkaar op 8 juni, want dan is er opnieuw een Take a Break en dan hebben we het over podcasts. Dankjewel, merci pour votre attention en tout cas. Ce fut un plaisir de partager ça avec vous. Bonne journée.